Associer la géopolitique et les goûts culinaires n'est pas une évidence. C'est un essai que j'ai tenté et j'ai eu des échos favorables à cet essai, donc je pense que ça mérite quelques développements. Je vais organiser cette heure en quatre courtes sections. Une première section qui... pardon, défile comment, voilà. Je vais essayer d'abord de répondre à cette question prioritaire. Pourquoi une géopolitique du goût? Il existe d'autres manières d'aborder les questions culinaires. La gastronomie le fait d'un point de vue esthétique, la nutrition le fait du point de vue de la santé. La sociologie et l'anthropologie le font du point de vue des comportements. On peut aussi le faire du point de vue de la philosophie. Pour ma part, je vais le faire du point de vue des relations de force qui relient les cultures culinaires dans l'histoire. Il faudra après que je m'attaque, si je puis dire, à préciser un certain nombre le champ de ces questions. Ça sera l'objet donc de définir ce que peut être l'espace et ce que peuvent être l'espace et les identités culinaires. Je donnerai ensuite deux exemples d'expansion pour devenir un petit peu plus concret, puisque c'est une matière qui n'est pas théorique en elle-même, bien qu'elle appelle un peu de théorie. Et puis, donc, ces deux exemples, ce seront les conséquences de l'arrivée des Espagnols en Amérique, et puis l'expansion des nomades vers la Méditerranée à travers l'expansion turque. Je finirai en abordant une question qui est, si je puis dire, je ne sais pas comment dire ça, celle des grandes et petites cuisines, parce que de nombreuses cultures culinaires prétendent être au moins deux prétendent avoir la meilleure cuisine du monde, et puis derrière il y a une cohorte d'autres pays qui disent nous avons aussi une des meilleures cuisines du monde. Alors j'aborderai ce problème sous deux angles, celui de savoir ce qu'est une grande cuisine par rapport à la cuisine domestique, et puis quels peuvent être des critères, ou comment peut-on voir ce problème de hiérarchisation des cuisines du monde. Alors commençons par cette question, pourquoi une géopolitique du goût? Parce que de toute évidence, les goûts s'exportent. Le plus simple pour nous, c'est d'imaginer ou de penser ce que était la cuisine française au XIXe siècle, qui est devenue quelque chose d'extrêmement connu dans toute l'Europe. Mais bien avant, il existe d'autres exemples. Je vais vous en citer un certain nombre, j'en ai mis ici une douzaine. Ces exemples vous montreront que ce champ est vaste et concerne à la fois la planète entière et s'étend sur quelques milliers d'années. La haute antiquité, la culture des céréales s'est développée dans certaines régions du monde, qui sont le Proche-Orient, la Chine du Nord, la Chine du Sud, la Mésoamérique et pour l'essentiel, et peut-être aussi une frange sahélienne. Dans la haute antiquité, la culture du blé et du pain s'est exportée dans de nombreuses directions, jusque sur l'Indus, par exemple, en allant vers l'est. Un autre exemple qui est celui de la friture. La grande friture, on distingue en fait en cuisine la petite friture et la grande friture. Disons la grande friture dans un bain d'huile ou dans un bain de graisse. C'est une technique qui est datable dans le temps, disons aux alentours de 3000-4000 ans. On sait qu'elle s'est diffusée à partir du Moyen-Orient. On ne sait pas si c'est à partir du Pendjab ou si c'est de la Mésopotamie. Mais sa diffusion, on le verra un peu plus tard, a concerné et a changé beaucoup d'autres cultures culinaires dans le monde. Un autre exemple que je donne de l'Antiquité, la cuisine grecque au garum. Le garum, c'est une sauce de poisson qui est comparable à celle du gnocchmam. C'est les Grecs qui ont développé cette cuisine au garum à partir d'un centre de production qui était situé à la place qu'occupe actuellement Istanbul, pour l'essentiel. Ils en mettaient à peu près dans toutes leurs sauces. C'était une source de protéines et de minéraux extrêmement importante. Cette culture du garum a perduré presque 20 siècles
Ce sont les Romains qui l'ont diffusé dans toute la Méditerranée, qui en ont au moins d'une façon industrielle. Et on en trouve encore des traces au Moyen-Âge, pendant le Moyen-Âge européen. Encore un autre exemple de l'Antiquité, la poussée des épices indiennes. Nous avons des producteurs sur la côte indienne qui sont déjà... On sait que la cuisine indienne utilise déjà ces épices il y a 4000 ans. C'est l'association avec les grossistes et les distributeurs proche-orientaux qui amène cette cuisine des épices d'abord dans l'Empire romain et puis dans l'Europe médiévale. Là, on a un exemple de poussée quand même extrêmement fort et dans lequel on voit encore un certain nombre de conséquences aujourd'hui. Un autre exemple encore, la poussée du goût romain. Les Romains montent jusqu'au Rhin, s'installent, sont là pour plusieurs siècles, ils amènent avec eux leur pain, ils amènent leur huile, ils amènent leur vin. Aujourd'hui, si nous mangeons comme nous mangeons à Paris, c'est en partie à cause de cette poussée. Encore un autre exemple, le centre culinaire, disons, antique de la cuisine, c'est pas le monde arabe, puisque les Arabes qui viennent de la péninsule arabique ont une nourriture quand même assez sommaire, compte tenu des conditions climatiques et des possibilités de culture. Le centre du goût oriental, c'est l'Iran. Les Arabes diffusent ce goût iranien en Méditerranée. Encore quelques autres exemples. La Chine ancienne, les techniques culinaires chinoises se sont diffusées dans toute l'Asie, que ce soit celle des pâtes fraîches, que ce soit la cuisine du wok qui date à peu près du 5e, 6e siècle avec les progrès de la métallurgie. L'Amérique coloniale espagnole, je vais en parler un petit peu plus tard avec un peu plus de détails, a diffusé ces techniques. Il y a un choc de techniques entre l'Amérique et entre l'Europe et l'Amérique. On voit souvent la conquête comme un échange de produits, comme les apports du Nouveau Monde à l'Ancien. Il y a une autre réalité qui est beaucoup plus triviale, qui est que les Espagnols arrivent avec leur lard et leur friture. Quoi d'autre encore que l'Asie centrale et le Proche-Orient. Il se développe au Proche-Orient, au Moyen-Orient, en Asie centrale, une culture nomade, basée sur l'élevage des troupeaux, sur la production des produits laitiers. Cette culture nomade, je vais en parler aussi un petit peu après avec le monde turc, se développe, se pousse vers la Méditerranée. La cuisine française que j'ai évoquée diffuse beaucoup à partir du 18e, 19e siècle dans toute l'Europe. Et puis vous avez les exemples actuels qui sont la diffusion de la cuisine industrielle depuis la fin du 19e siècle, et un autre exemple qui est la diffusion actuelle de la cuisine chinoise à travers les diasporas. Ces exemples suffiraient en eux-mêmes à justifier qu'il y ait un champ d'études à parcourir. Avant de cerner ce que sont un petit peu l'espace qu'est l'espace de ce champ à parcourir, je voudrais évoquer encore quelques questions préliminaires. Ce qui concerne le goût et les identités. Les identités, c'est un mot extrêmement fort, extrêmement fort à la mode, ou fort utilisé dans les sciences sociales depuis une quinzaine ou une vingtaine d'années. La cuisine a une importance phénoménale dans la constitution des identités collectives. C'est une banalité qui est incontournable, mais c'est peut-être le dernier lieu avec la religion, et encore, et avec la langue, et encore. C'est peut-être souvent ce qui reste des deuxième, troisième générations, où quand on a immigré, qu'on a changé de pays, qu'on a changé de tout, il reste encore quelque chose à ce niveau-là. Pourquoi a-t-elle une si grande importance? Je pense que nous portons la mémoire une mémoire plus vaste. La cuisine, c'est pas uniquement une technique qui consiste à faire cuire des choses. C'est quelque chose qui s'enracine dans les cultures au niveau symbolique le plus fort. Elle se relie le plus souvent aux religions, aux anthropologies, non pas seulement au niveau des interdits, mais dans la manière dont on appréhende le monde, dans la manière dont on le conçoit mentalement. La cuisine est très souvent, ou la manière de manger est très souvent le résultat d'anthropologie ou de mécanismes ou de structures mentales beaucoup plus vastes. Une autre question. La cuisine, la géopolitique et l'histoire culturelle.
L'histoire des cuisines et l'histoire culinaire ou l'histoire de l'alimentation a pris son essor, disons, depuis 20 ans, 30 ans. En France, ici, il y a une école là-dessus qui est animée par Jean-Louis Flandrin, appelons ça une école. D'autres pays européens comme l'Italie, l'Espagne ou l'Angleterre produisent du savoir dans ce domaine. Tout ce qui est à peu près produit là-dessus relève, disons, en gros de l'histoire culturelle. J'ai pris une autre voie, c'est-à-dire que je pense que la cuisine ne peut pas uniquement être traitée comme ça, parce qu'elle s'enracine dans un certain nombre de phénomènes physiques, physiologiques, appelons ça le côté de la nature par rapport au côté de la culture, et qui font que le phénomène culinaire est trop total pour le traiter uniquement du point de vue de l'histoire culturelle. Une autre question qui a à voir avec ce que pourrait être l'ontologie, vu d'un point de vue philosophique, et avec l'esthétique. Est-ce qu'il existe un mangeur universel? Un des conférenciers qui me succédera défendra peut-être ce point de vue. Il est défendu par un psychosociologue américain ou par d'autres gens. La question, à la limite, ne m'intéresse pas. C'est-à-dire que je pense qu'elle ne produit elle ne produit pas de sens, ou du moins elle produit un savoir qui cherche à justifier un postulat. C'est pas mon approche, donc que ceux qui veulent développer cette approche le fassent comme ils l'entendent. Une question encore dernière, est-ce qu'on peut développer une histoire purement esthétique de la cuisine? Je vais répondre par un peu le parcours qui m'a amené à développer cette idée de géopolitique du goût. Je me suis intéressé à ceci il y a 7 ou 8 ans, avec l'idée que j'allais pas du tout m'ennuyer, que j'allais vraiment faire quelque chose d'assez sympa, que j'allais essayer de voir s'il y avait des métacuisines qui avaient donné naissance à des cuisines un peu différentes, ou comment l'esthétique avait joué comme ça au cours des millénaires. Et je me dis que ça allait être une bonne histoire. Et puis j'ai commencé à travailler des mois, 1 an, 2 ans. Et puis je tournais en rond, et à chaque fois que j'allais dans d'autres cultures, dans d'autres époques, ce que je disais du savoir qui avait été produit dans ce domaine me ramenait à une question qui était toujours celle de la santé. La santé revenait en permanence. Et j'en suis arrivé à la conclusion que l'idée de vouloir produire une histoire esthétique de la cuisine était une idée française, datée, qui était celle du XVIIIe et du XIXe siècle, qui était celle où la diététique était en perdition et que la nutrition n'était pas encore née, et que là s'est engouffré un discours gastronomique qui nous avait un petit peu aveuglés. Et donc j'ai renoncé à écrire une histoire esthétique parce que je trouvais qu'elle produisait rien. Et donc j'ai préféré écrire une histoire qui à la fois traite un peu d'esthétique, mais va chercher ses sources dans d'autres domaines. Je vais aborder maintenant de quoi je parle exactement, quel est l'espace dans lequel se situe la cuisine. Et excusez-moi. Et ceci à travers un certain nombre de questions préliminaires. L'espace dans lequel se situe la cuisine, les identités, et puis le fait de savoir quel est le rôle de la géographie dans tout ceci, puisque s'agissant de géopolitique, il s'agit bien du monde entier, de géographie, de rapports de force et d'histoire. Alors, auparavant, quelques petites questions préliminaires. Qu'est-ce que la cuisine? Pourquoi cuisiner? Depuis quand fait-on la cuisine? Et quel est l'espace des identités culinaires? Alors, qu'est-ce que la cuisine? La cuisine, ce n'est pas l'association seulement, ce n'est pas la cuisson des aliments, bien qu'elle soit indispensable très souvent pour les rendre digestes. Ça ne se résume pas à ça, c'est l'association d'un certain nombre d'ingrédients. Cette association concerne évidemment des aliments nutritifs. La nutrition, depuis le milieu du XIXe siècle, s'est attachée à décrire tout ceci.
C'est aussi, et maintenant la nutrition étend un peu plus son savoir vers des domaines qu'elle avait un peu délaissés, qui étaient celles délaissées faute de savoir, faute de problématiques peut-être aussi qui sont liées aux pathologies de dégénérescence. Délaisser cette question des aromates, des épices. Aujourd'hui, donc, on a une vision de la cuisine qui est beaucoup plus vaste, qui est non seulement à la fois une association de nutriments, mais aussi l'adjonction dans cette association de nutriments d'un certain nombre de micro-organismes, que ce soit des flavonoïdes, que ce soit tout ce qu'on trouve dans les aromates frais, etc., qui ont des capacités antioxydantes et des capacités protectrices. Ce n'est sans doute pas, la cuisine se résume sans doute pas à ceci. Hein. On commence à savoir aussi que la cuisine, c'est une combinaison d'aliments dont l'association a des potentialités qui dépassent la somme des aliments utilisés. Je veux dire par là que si on utilise des végétaux avec de la viande, avec de la graisse, avec un certain nombre d'aromates, les effets sur l'organisme de ces associations ont des effets potentialisants. Alors c'est un domaine qui est en cours d'exploration. Donc incidemment, en fait, j'en suis arrivé à répondre à pourquoi cuisiner. Par contre, je n'ai pas répondu à depuis quand fait-on la cuisine. Très difficile, c'est une question potentiellement sans réponse. Si on considère que cuisiner, admettons que c'est cuire des associations d'aliments, c'est cuire des associations d'ingrédients, Homo habilis, il y a 300 000 ans, maîtrisait le feu et pouvait très bien faire la cuisine. On peut prendre une peau de bête retournée, un tronc d'arbre creusé ou une pierre creusée, mettre des céréales sauvages avec de l'eau, de la viande, des herbes, mettre dessus des pierres chaudes, et on fera un potage. Donc, pas de réponse possible, c'est pas datable. Alors, si on pense que la cuisine, c'est une opération esthétique, on va chercher une période dans l'histoire, on se dira, à quel moment il y a eu une profusion comme ça d'ingrédients, une disponibilité, etc. Bien malin qui va savoir répondre. La réponse la plus facile, c'est de se dire le néolithique. Le néolithique était une période de prospérité, les chasseurs-cueilleurs ont une plus grande abondance d'aliments, et ils se sont mis à faire la cuisine et à faire des recettes, à s'intéresser à l'esthétique. Non. Aucune preuve, rien ne prouve que le néolithique était une période de prospérité au niveau alimentaire. Bien au contraire, la paléo, comment ça s'appelle déjà ? La paléoanthropologie. Enfin, on a fait un certain nombre de recherches dans le monde qui étaient d'analyser les squelettes des chasseurs-cueilleurs et de ceux qui ont succédé sur les mêmes sites, des agriculteurs. Apparemment, les chasseurs-cueilleurs étaient en meilleure santé que les agriculteurs. Il y avait moins de pathologies de dégénérescence, moins de carences alimentaires que les agriculteurs. Donc très difficile de vouloir rapporter la naissance de la cuisine et d'une esthétique culinaire au développement du néolithique. Alors, si l'on veut que la cuisine soit... Si l'on assimile la cuisine à quelque chose de codifié, une répétition des recettes, j'ai une autre réponse, mais c'est une hypothèse, je n'ai aucune possibilité de la valider. Je pense que la cuisine codifiée, c'est-à-dire la répétition des recettes, quand je dis répétition des recettes, c'est on fait un bœuf bourguignon, on fait une blanquette, on fait ceci, etc. Des choses qui se transmettent de génération en génération. Je pense que c'est une manière d'associer des ingrédients disponibles de façon à se prémunir de carences alimentaires dans un milieu où la grande diversité des chasseurs-cueilleurs a totalement décliné. Ces milieux, ce sont les premières zones urbanisées, ce sont les premières urbanisations. C'est l'agriculture et l'urbanisation, à la limite, qui entraînerait une codification de la cuisine. Mais je suis bien évidemment incapable de prouver tout ça. Les premières recettes dont on dispose sont de Mésopotamie, elles ont 3800 ans. Il y avait des villes ou des agglomérations quelques milliers d'années bien avant ça. Donc, depuis quand fait-on la cuisine ? Depuis des centaines de milliers d'années, sans savoir qu'on fait la cuisine. Depuis quand répète-t-on des recettes ?
pour moi, depuis qu'il y a des zones urbanisées. Mais ce ne sont que des hypothèses. Je voudrais maintenant essayer de circonscrire un peu plus précisément de quoi je parle. Je parle de cuisine. Dans quel espace s'inscrit la cuisine? Alors j'ai fait un petit triangle culinaire. Chacun a le droit de faire son petit triangle culinaire. Vous savez sans doute qu'il y en a un qui est beaucoup plus illustre que le mien, qui est celui de Lévi-Strauss. Je ne vais pas en parler puisque ça nous emmènerait dans un vaste débat. Je veux circonscrire ce dont je parle à l'intérieur de ce triangle, parce que l'alimentation et la cuisine sont un monde de données fantastique, mais un monde de données dans lequel se perdre dans l'histoire. Il faut vraiment circonscrire ce champ. Donc, si vous voulez, pour moi, ce dont je parle, c'est la table, le triangle qui va de la table à la cuisine et au marché. Ce qui est à l'extérieur, je n'en parlerai pas, c'est-à-dire, non pas que je ne m'y intéresse pas, mais ce ne sont pas seulement les recettes, ce sont les produits disponibles, ce sont la manière de faire cuire ces produits disponibles, de les assembler. Et puis, c'est la table. La table, c'est le monde des idées. Le monde des idées, là, ce triangle est ouvert parce que c'est un entonnoir ou une cheminée, si l'on veut, hein. Et bien évident qu'on en mange non pas seulement parce qu'on utilise un certain nombre de techniques et qu'on a un certain nombre de produits, mais on mange parce qu'on a quelque chose dans la tête qui nous dit comment il faut manger. Donc c'est mon espace culinaire. Je voudrais maintenant aborder une notion qui est traiter du rôle de la géographie. La géographie dans cette histoire est fondamentale. Pourquoi? Parce que le monde n'est pas égal. On sait très bien que dans le Sahel, dans le Sahara, ou en haute montagne, ou dans le désert de Gobi, on n'a pas la variété des ressources, non seulement qu'on a actuellement en France, mais celles qu'on a pu avoir dans l'Antiquité dans telle ou telle zone. Pour essayer de cerner ce problème, il faut remonter assez haut. Qui est riche, qui n'est pas riche, qui a pu développer quelque chose en fonction de quoi. La Terre possède des zones de chasse, des zones de pêche, mais elle possède aussi des zones de richesse en aliments cultivables, aliments sauvages cultivables. Ces zones, je les ai représentées sur cette carte. Ce sont les principales zones de pousse des principaux aliments végétaux que nous consommons actuellement, leur zone d'origine. On voit donc que des zones n'ont absolument rien produit. Je prends par exemple l'Afrique du Sud, c'est-à-dire l'Afrique subéquatoriale, l'Australie a très peu à offrir, tout le continent euro-sibérien, le nord de l'Amérique. Toutes ces zones sont très très pauvres en aliments végétaux comestibles, des aliments végétaux sauvages comestibles. Il y a une raison qui explique tout ça. Ce sont le flux et le reflux des périodes glaciaires qui ont fait que les plantes ont migré, se sont développées pour telle ou telle région dans les piémonts des montagnes très généralement. À partir de ces zones de richesse, des agricultures sont nées, se sont développées. J'ai représenté ici le mouvement de développement de l'agriculture dans l'ancien monde. Je ne l'ai pas fait dans le nouveau parce que c'est très difficile à faire. Vous voyez que l'agriculture, à partir des blés et de l'orge, mais bon, il faudrait y ajouter légumineuses, etc., qui se développe il y a à peu près une dizaine de milliers d'années, s'étend dans toutes les directions possibles. Ce n'est pas l'agriculture qui s'étend, ce sont en fait les agriculteurs. La génétique des populations nous a apporté un savoir très précieux à ce niveau-là depuis une dizaine d'années. Et puis l'autre, dans l'ancien monde côté chinois, ce sont une agriculture à base de millet dans le nord de la Chine et à base de riz dans le sud de la Chine. Ces deux grands mouvements de poussée se rencontrent en Inde. Et le mouvement du blé, lui, passe vers le sud sahélien. Il y a peut-être aussi un mouvement de développement du mil dans l'Afrique sahélienne. Ceci est vraiment on semble un petit peu loin de la cuisine, parce que faire du pain, c'est pas
c'est cuisiner bien sûr, mais c'est pas directement la cuisine, c'est une manière de préparer des céréales de base. Pourtant, ces grandes poussées vont développer des styles culinaires et des manières de manger qui sont encore celles que nous connaissons aujourd'hui. L'Inde, par exemple, c'est le lieu de rencontre de deux grandes cultures culinaires, celle du riz asiatique et celle du pain. Et l'Inde peut donner un sentiment de division, de grande division. Pour moi, c'est un pays, c'est un peu une terre, ça a été une terre d'immigration pendant des milliers d'années, mais c'est aussi une terre de choc culinaire, et les régimes indiens sont variés, sont régionaux. L'idée d'une cuisine indienne nationale est une idée qui naît avec les manuels de cuisine dans les années 70. Il n'y a pas de cuisine nationale indienne. Je trouve que c'est une zone de fracture, une zone de choc, un peu de deux zones d'expansion. Je voudrais aussi attirer une attention sur deux autres choses au niveau géographique. C'est dans les zones que je viens de montrer dans l'Ancien Monde, en fait, les zones du blé et de l'orge rencontrent une autre zone qui est celle de la Méditerranée, là où l'on produit des légumes, où on produit un certain nombre de choses, que ce soit l'olivier, la vigne, etc., ou des fruits. Va progressivement s'unifier avec l'histoire. Ce sont deux zones que rien ne sépare. Il n'y a pas de barrière physique qui empêche leur communication. Il en va de même entre le sud-est asiatique et le nord de la Chine, très tôt unifiés. Les cuisines asiatiques s'unifient à travers un certain nombre d'échanges, et rien ne barre leur communication. Par contre, il n'y a pas de modèle sahélien ou africain qui s'exporte. Pourtant, il y a un riz africain, il n'y a pas seulement le riz asiatique, il y a un riz africain. Il y a des cultures culinaires africaines bâties autour du mil, autour de l'éleucine, autour du teff, autour d'un certain nombre de céréales. Ces cultures culinaires sont restées locales ou régionales, si on peut dire. Il en va de même pour la Mésoamérique et les Andes. Ce ne sont pas les Américains qui ont découvert l'Europe, ce sont les Européens qui ont envahi l'Amérique, et les cultures culinaires qui sont attachées à ces produits, qui sont le maïs, les haricots, les courges, le piment, la tomate, poivron, etc., ne se sont pas vraiment exportées. Nous les connaissons, mais elles n'ont eu aucune influence, très peu d'influence sur nos cuisines. Nous avons assimilé leurs produits petit à petit, je reviendrai dessus, et très maladroitement, mais ces identités culinaires ne se sont pas développées. Voilà. La géographie, quand même, là, joue un rôle fondamental. Quelques paramètres supplémentaires après ces grands paramètres. Là, j'ai noté les conditions climatiques, par exemple, ont une très grande importance. Je vais vous donner un exemple. On utilise des épices à des degrés divers dans l'alimentation mondiale. Les cuisines, des fois, utilisent des quantités d'ail, d'oignons. La cuisine indienne, enfin d'Inde, utilise des fois un certain nombre de mélanges avec 10 épices. Et puis, à l'opposé, vous allez en Norvège ou en Finlande, et très souvent, on utilise un oignon, on met une bricole dedans pour donner du goût, et rien d'autre. Ce sont les conditions climatiques qui sont à l'origine de ces différences. Ce n'est pas une histoire de goût, de marqueurs innés, etc. Simplement que nous disputons notre alimentation aux bactéries. Il y a une écologie de tout ça qui n'est pas du tout étudiée. Et pour combattre les bactéries, nous utilisons des antiseptiques et des antibiotiques. Les épices et les aromates sont des batteries d'antiseptiques et d'antibiotiques. Leur association des potentialisations extrêmement fortes, ce qui explique les mélanges d'épices. Et les cuisines peuvent se voir aussi sous cet angle-là de l'usage d'un certain nombre d'antiseptiques. Un autre paramètre, l'altitude. On peut faire de la friture, mais on ne fait pas de la friture à 4000 mètres. L'eau bout est 80 degrés. Comment faire cuire un certain nombre de légumineuses très dures quand l'eau bout est 80 degrés? Tout ceci conditionne aussi des cultures culinaires. La disponibilité du combustible. Quand vous avez peu de combustible, vous cherchez à inventer des techniques qui utilisent peu de combustible.
Et puis, si les aliments qui sont natifs, cultivés depuis des millénaires ou des centaines d'années, demandent beaucoup de combustible, le jour où le combustible se tarit, vous avez tendance à changer d'aliment, ce qui est le cas en Afrique. Le mil ou le sorgho demande beaucoup de temps de cuisson. Le riz, ça demande 10 minutes. C'est un des paramètres. La salinité de l'eau de mer, que j'ai noté là, extrêmement importante. La salinité de l'eau de mer vous permet de conserver les aliments. Donc d'engranger, de cultiver pour l'hiver, hors saison. Des pays où le sel manque, l'Afrique par exemple, l'Afrique ne connaît pas les aliments de conserve par le sel, ou très peu. Il y a, il y a quelques siècles, les mines de sel en Afrique se comptaient sur les doigts des deux mains. Alors qu'il y a des zones dans le monde, la Méditerranée par exemple, où le sel est en quantité inépuisable. Le golfe Persique aussi. Et plus vous montez vers le pôle Nord, moins il y a de sel. Donc ce qui explique qu'en fait, on ne conserve pas par le sel dans les zones nordiques, mais plutôt par le fumage, ou en faisant aigrir et fermenter les aliments. Dernier élément, et on en trouverait sans doute d'autres, quand vous vivez dans un pays extrêmement fragmenté par des barrières géographiques, que ce soit des déserts ou des montagnes, tout ceci empêche une certaine unification politique. Donc, vous aurez beaucoup de difficultés à développer une cuisine nationale, ou du moins une cuisine qui ait la même configuration ou le même profil sur un très vaste espace. Voilà, donc la géographie, là, est quelque chose d'extrêmement prégnant. Cet ensemble de critères, j'espère, vous en donnera la preuve. Je voudrais revenir un petit peu sur le rôle de l'esthétique en question préliminaire, avant d'aborder deux exemples concrets. Quel rôle joue l'esthétique? Évidemment, l'esthétique joue un rôle, mais l'esthétique joue un rôle un petit peu comme dans n'importe quel art, bien que ce soit un art extrêmement éphémère. L'art se développe dans un cadre de contraintes. Ce sont les contraintes qui font que l'on peint de telle ou telle façon, que l'on sculpte de telle ou telle façon, ou que l'on fait de la musique de telle façon parce qu'on possède tel instrument, parce qu'on a les matériaux pour faire tel ou tel instrument. La cuisine, c'est un peu pareil. D'ailleurs, il n'y a pas d'esthétique de la cuisine en dehors des cadres qui la formatent. À l'intérieur de ce cadre, peut se développer une esthétique. Et on peut étudier cette esthétique dans un certain nombre, effectivement, de cultures culinaires précises. Les comparer de ce point de vue esthétique me semble beaucoup plus douteux. Voilà, je vais maintenant aborder cette question, deux exemples plus concrets que ces points de vue un petit peu théoriques. Alors, les Espagnols en Amérique, j'aime bien ce sujet parce que, pour parler vulgairement, le cinquantenaire de la découverte de l'Amérique m'avait gonflé, et parce qu'il avait fait l'objet de discours dithyrambiques, surtout du point de vue espagnol, mais relayés un petit peu du point de vue latino-américain, sur les magnifiques apports d'un continent à l'autre, sur la synthèse des cuisines, sur la symbiose, sur les choses que ça avait produites, sur l'apport du Nouveau Monde, et des choses comme ça. On en a sorti des pages, et ça m'avait beaucoup énervé. Et parce que je pense connaître pas trop mal l'Amérique espagnole, je pratique la cuisine latino-américaine à travers la famille de mon épouse. Donc j'ai eu l'occasion de cuisiner avec des cuisinières sur place, etc. Et tout ça m'a semblé toujours un peu faux pour diverses raisons. Et donc je suis allé voir ça avec beaucoup de curiosité et disons un certain plaisir. Un premier point de vue qu'il faudrait ici corriger, c'est la différence de temps dans cette histoire. Ce qu'on met souvent en avant, c'est l'apport des produits américains dans l'ancien monde chez nous. Cet apport était extrêmement lent. La pomme de terre
Vous savez, toute cette histoire qu'il faut attendre la fin du XVIIIe siècle pour que ça devienne vraiment un légume, une racine consommée en France. Les autres pays ont été un peu plus rapides. Le maïs a très longtemps servi à nourrir le bétail. La tomate commence à apparaître dans les livres culinaires espagnols début XVIIIe. Le piment aussi. Il faut attendre pour que nous mangions ici la tomate à Paris, que les Provençaux montent à Paris avec la Révolution. Je vous donne des exemples comme ça. De l'autre côté, pas du tout ça. C'est pas du tout ça ce qui s'est passé de l'autre côté. Les Espagnols sont arrivés avec leur plantes à cultiver, parce que la Conquête est une entreprise économique financée par des entrepreneurs et qui ont besoin de se rembourser de leurs frais le plus rapidement possible. Donc les Espagnols arrivent avec une volonté de prendre du terrain pour cultiver de la canne à sucre, principalement, mais aussi des citrus, oranges et citrons, qui étaient une culture qui pouvait s'exporter. Et puis en même temps, ils arrivent avec leur poêle à frire, ils arrivent avec leur lard, ils arrivent avec leur vin, ils arrivent avec leur vinaigre. Et la submersion de l'Amérique se fait en quelques dizaines d'années. On trouve dans le sud de la Colombie, ou ce qui est maintenant l'Équateur, dans la province de Quito, on trouve des Espagnols installés déjà vers 1540, alors que vraiment l'accès aux côtes sud-américaines n'a pas pu se faire globalement vers 1520. Les Espagnols ont essayé pendant 10 à 15 ans, et certaines années, ils ont perdu 1000 hommes sur les côtes en essayant de pénétrer. La conquête du Pérou, à ce moment-là, Cusco est à peine pris depuis 10 ans, et on trouve des Espagnols qui sont là avec leur blé, leurs vaches, leurs cochons. Ils ont installé des fermes, la population était décimée, ils ont pris les plus belles indiennes, et ils sont là à reproduire une agriculture européenne. De l'autre côté, du point de vue européen, rien de tout ça. C'est-à-dire, on n'a pas amené des paysans sud-américains pour apprendre à cultiver les espèces sud-américaines. Donc là, il y a une différence qui est vraiment très très forte. Alors, je vous mets ici un certain nombre d'aliments qu'on connaît bien. Hein. Simplement, je veux dire que dans cette liste à droite, très peu de choses en fait sont introduites très vite dès le XVIe siècle. Les choses sont connues, on en parle dans des livres, à part peut-être la dinde, la poule d'Inde. Les haricots peut-être sont sans doute les doliques européennes étaient tellement indigestes et puis les haricots leur ressemblaient beaucoup, donc c'est quelque chose qui s'est développé vite. Peut-être aussi le piment. Le piment est arrivé sur les côtes indiennes d'Inde. À Goa, emmené par les Portugais, aussi une diffusion très rapide. De l'autre côté, la canne était là, l'alcool distillé était là, puisqu'il existait des gargotes à Mexico dès 1530. Hein, le Mexico est tombé en 1512. Dès 1520-1530, il y avait des auberges qui vendaient du lard, d'alcool, etc. Le bœuf, produits laitiers sont là, tout ça est là très très vite. L'ail et l'oignon et la poule traversent l'Amérique latine en quelques années pratiquement. Les bananes aussi arrivent très très vite, bananes plantains surtout. De l'autre côté, je vous ai mis une liste, il y a des aliments qui sont toujours jamais arrivés ici. Alors j'en ai mis 4 que sans doute ici très peu de gens connaissent, qui sont utilisés dans les cuisines andines actuellement, à Bogota, à Quito, n'importe où. Vous trouvez ça sur les marchés. Est-ce que quelqu'un connaît ses racines? Personne ne connaît ça en général. Et il y en a d'autres. La quinoa, par exemple, les gens connaissent la quinoa, mais la quinoa est quelque chose qui est utilisé peut-être par les gens qui sont plus végétariens, mais quelque chose qui n'est pas dans notre alimentation. Pour revenir sur quelques divergences, donc les principales divergences étaient essentiellement les matériaux. Les Amérindiens n'avaient pas de métal, cuisinaient dans de la terre cuite, cuisinaient sur des plaques de terre cuite ou sur des pierres, faisaient de la cuisine bouillie, vapeur, grillée, peut-être des ragoûts où la graisse était peu abondante, elle était surtout fournie par des graines oléagineuses comme la sauge ou comme une graine qui s'appelle chian, qui est oubliée. Les températures de cuisson, on l'a vu avec l'altitude, posaient un certain nombre de problèmes.
Et la saveur générale des sauces n'était pas du tout celle des Espagnols. Les Espagnols reproduisaient un type de sauce plutôt aigre-doux, hein, ils étaient exportateurs de sucre, et plutôt cette cuisine épicée et grasse qui était celle du monde romain. Je dis grasse, la Grèce est extrêmement importante, cette cuisine espagnole qui arrive en Amérique. On a là de bons témoignages puisqu'il existe des livres de cuisine à la fois de cours et un livre de cuisine un peu plus populaire aux environs de 1600 et qui nous montre que la quantité de graisse utilisée dans la cuisine, que l'on trouve toujours d'ailleurs en Espagne, mais qui à ce moment-là était sans doute encore plus importante, est absolument phénoménale, comparée à ce qu'était la cuisine des Amérindiens. Le résultat de ce choc, c'est pas pour moi une espèce de cuisine métisse comme ça, où tout se serait fondu. Je vois pas ça comme ça. D'abord, ce que sont les espèces européennes fonctionne pas très bien là-bas. Le blé donne pas de très bons produits. Le pain latino-américain est très mauvais, généralement très mauvais par rapport à ce qu'on sait faire ici. Ça vient de la qualité des blés. Les pâtes, il n'y a pas de blé dur en Amérique latine, ou très peu de blé dur, la qualité des pâtes est mauvaise. Le vin, bon, le vin s'est plus développé en Argentine, au Chili maintenant depuis 30 ans, mais c'est un phénomène relativement nouveau. Et la consommation de vin, quand on remonte vers la Colombie, le Venezuela et tout ça, est un phénomène qui n'est pas vieux de plus de 10 ans, réservé à la bourgeoisie et les cardiologues étant les meilleurs prescripteurs dans cette consommation. Et puis la cuisine elle-même, à la fois pour des raisons physiques qui sont l'altitude, mais sur les côtes, présente quand même des aspects assez comment dire ça, un peu fondus. C'est-à-dire qu'on trouve une cohabitation de vieilles techniques bouillies, et à côté on ajoute une espèce de chose frite dedans. On a l'impression qu'on fait le plat espagnol d'un côté et puis le plat indien de l'autre. C'est un exemple parmi d'autres, il y a beaucoup de plats qui sont faits comme ça. Et donc moi je reste toujours un peu, je suis là-bas, je cherche toujours à voir ce qui est indien de ce qui ne l'est pas dans cette histoire, et très souvent c'est facile à voir, c'est très facile à voir. Et puis un autre grand phénomène là, qui a à voir, et ce qui est actuellement les pathologies modernes, qui sont l'obésité. Le monde latino-américain est un des plus avancés dans l'obésité. J'ai amené ici deux photos qui montrent bien en fait une pathologie involontaire amenée par les Espagnols, qui est celle de la friture. La friture couvre toutes les zones tropicales, c'est le principal mode de cuisson. Et on retrouve très curieusement quelque chose là qui est pris à droite, donc qui est pris de la friture fait à Lahore au Pendjab, qui est pour moi le berceau de la friture au niveau mondial. Je pense que c'est l'endroit où on a commencé à faire les 2 récoltes ou 3 récoltes par an sur un certain sol qui permettait de produire du sésame ou de la moutarde, de la graine de moutarde, donc arriver à faire de l'huile. À côté, ça se passe dans le nord de la Colombie, où on mange en permanence de la friture. Il y a un excès de cholestérol, il y a dans toutes ces zones chaudes, tropicales, en dehors de la zone andine en Amérique latine, un phénomène de friture absolument incroyable qu'on ne voit pas du tout en Europe. Carthagène, par exemple, a chaque année un festival de la friture. Vous avez donc 500 petites voitures qui sont là à proposer de la friture, comme on le voit là-dessus, de manioc, de bananes plantain, de poisson, de porc, etc. Alors, je finis là-dessus simplement pour encore avec deux éléments sur ce mélange, à mon avis, non réussi de cuisine. Le premier, c'est que les bourgeoisies locales sont toujours à la recherche d'aliments européens. D'ailleurs, que vous allez là-bas, faut toujours que vous emmeniez du saucisson, du camembert, des bouteilles de vin, c'est-à-dire tous ces produits qui sont toujours l'espèce de Graal comme ça de la cuisine. Et en fait, la bourgeoisie, je ne veux pas manger indien, et ça dure depuis des siècles. L'autre chose, c'est que je suis presque dans une vieille problématique. Ce monde est en train d'être laminé par le fast-food venu d'Amérique du Nord. Donc on en rajoute encore une couche, et à la friture,
on ramène l'alimentation industrielle et pas la meilleure. Les régimes, même la consommation des repas a changé. Dans de nombreux pays, il y a 20 ans, on faisait encore des repas du soir, on ne fait plus de repas de soir. On mange des sandwichs, on mange un plateau devant la télé, ou on prend des milkshakes, on sort manger des hamburgers ou des hot dogs. Donc les statistiques de l'OMS sont sans appel. Le niveau d'obésité des femmes chiliennes, colombiennes ou boliviennes est un des pires du monde. Je vais accélérer un petit peu parce que quelques mots donc sur un autre exemple de transformation des goûts et de poussée culinaire, qui est la poussée turque en Méditerranée orientale. Sur la carte que je vais montrer tout à l'heure, excusez-moi. Sur la carte que je vais montrer tout à l'heure, j'ai indiqué en rouge des centres d'expansion, qui sont des grands centres de diffusion à partir essentiellement des céréales de base. Ce sont des centres qui se diffusent à partir des zones d'agriculture. J'en ai mis deux autres ici, un sur l'Asie centrale et puis un autre au milieu de l'Atlantique. Je ne vais pas en parler, c'est celui le centre de diffusion industrielle, qui prend vraiment tout son essor dans la deuxième moitié du XIXe siècle. L'industrie agroalimentaire étant une des dernières à se mettre mis à part la brasserie, étant une des dernières vraiment à se développer dans le monde industriel, un siècle plus tard que les premières industries manufacturières. Un autre centre là que je pointe ici est un centre oublié. Il s'est produit quelque chose en Asie centrale qui a donné naissance à une économie pastorale qui est tombée dans les oubliettes de l'histoire, avec la fin des empires nomades. Cette économie pastorale, elle naît avec le dressage des chevaux, l'invention des chariots, et après l'invention de la selle, etc. Elle permet à toutes ces populations d'Asie centrale d'accroître le nombre de troupeaux, de croître même en population, de se nourrir majoritairement de laitage et accessoirement de viande, mais majoritairement de laitage, et de pouvoir nomadiser dans toute cette zone. Ils acquièrent une très grande puissance, c'est l'empire Gengis Khan pour n'en citer qu'un, et une très grande force. Ces empires disparaissent avec les progrès de l'artillerie, avec le changement des stratégies militaires, avec le renforcement d'autres pouvoirs au Proche-Orient. Mais cette puissance a irrigué ou à diffuser sur toutes les cultures culinaires, que ce soit de Chine, d'Inde, du Moyen-Orient ou d'Europe. En Chine, elle a donné naissance elle a amené le blé à travers qu'elle a pris au Moyen-Orient par l'Asie centrale. Elle a amené un certain nombre d'autres produits. En Inde, ce sont les descendants des groupes aryens qui viennent de Margiane et qui descendent dans l'Indus au 4e millénaire avant Jésus-Christ. Dans tout ce qui est le Proche-Orient, les Perses aussi viennent aussi ont cette même origine. On retrouve donc cette culture nomade de laitage et du pain plat, par exemple, dans beaucoup de cultures. Le groupe turc, dans ce phénomène, le groupe turc est sans doute le dernier avec les Mongols qui sont allés établir un pouvoir en Inde du Nord, à avoir réussi une migration qui les a emmenés jusque-là. Ce groupe, ces Turcs, donc, passent en fait avec leur culture du millet, du pain plat, de la viande, des laitages, passent à travers l'Iran, s'installent pendant des siècles dans toute cette zone et finissent par réussir leur migration jusqu'à Constantinople. Là, qu'est-ce qu'ils trouvent ? Ils trouvent l'ancienne culture grecque du poisson. Le centre de la Grèce, c'est Athènes aujourd'hui, mais le centre de la Grèce antique, c'est la mer Égée, et le centre de la culture culinaire grecque antique, c'est Byzance. Byzance était une énorme industrie de poissons. Pourquoi ? Parce que c'est le lieu de transhumance ou de migration des poissons entre la mer Noire et la Méditerranée. Et dans cette zone du Bosphore et de la mer de Marmara, il y a une industrie qui s'est développée très très tôt, avec des conserveries. Elle est à l'origine de la production de garum, qui après est devenu un aliment de base dans tout le monde romain jusqu'au Moyen-Âge. Et là, la culture turque de la viande et du lait se heurte à cette culture du poisson.
J'ai peut-être une petite de photos pour illustrer ça. Les Turcs, en fait, ils ont trouvé, ils avaient du fromage, mais ils ont trouvé, ce que vous voyez à droite, mais ils ont trouvé évidemment du fromage en Méditerranée, mais c'est pas du tout la même technique. En Méditerranée, ils ont trouvé le fromage fermenté, celui de tout le monde méditerranéen. Eux avaient leur propre fromage, celui qui sèche, le lait qui ballotte dans les outres au bord de la selle et qu'on finit par faire sécher à l'extérieur, qui est un fromage qui se fait d'une façon complètement différente. Autre exemple de ce que... Je mets ces exemples parce qu'en fait, quand on va à Istanbul la première fois, comme ça, on voit du doner kebab ou des poivrons farcis. Mais il y a d'autres choses à voir. Les Turcs aiment beaucoup ce qu'on voit sur la photo de gauche, le toursou, qui est du jus de légumes fermenté vinaigré. Ils aiment bien tous ces petits légumes, ils ont pris ça en Iran. Donc ils ont ramené vers la Méditerranée une culture iranienne, de la saumure, du fermenté, du jardinage, des herbes, culture de l'irrigation très développée en Iran. Ils ont pris aussi en même temps tout ce qui était les farcis, tout ce qui était dans le Caucase, c'est-à-dire cette culture des fruits, qui est celle des confitures. Alors là, on a vraiment un mouvement qui a transformé complètement cette culture culinaire de l'ancien empire byzantin et qui a ramené une composante, celle d'Asie centrale, qui est la culture du pilaf, de la cuisson du riz. Pour moi, c'est un mélange qui est beaucoup plus réussi que ce qu'on peut voir en Amérique latine. Simplement que ces deux mondes communiquaient avant. Ils étaient prêts à se fondre. Et il n'y a pas de barrière entre eux. La seule vraie différence qui existe actuellement entre ce qui est l'alimentation proche-orientale et l'alimentation méditerranéenne, ce sont vraiment que les aromates, un certain type d'épices. On trouve à peu près les aliments voyagés d'un bord à l'autre de la Méditerranée. C'est pour ça qu'on peut parler d'alimentation méditerranéenne, bien que je trouve qu'il n'est pas d'alimentation méditerranéenne. Il y a un monde qui est plus oriental, qui va, disons, de la Mauritanie jusqu'à l'Asie centrale et qui est un monde semi-désertique et qui fait un certain type de préparation, en particulier le pain plat, on a plus belle illustration, mais qui aime plutôt la viande de mouton, etc. Bon. Et puis il y a un monde qui est plus celui de l'Europe, au nord de la Méditerranée, qui a des techniques un peu différentes. Mais en fait, tout ça se mélange quand même pas trop mal. La Turquie est un point de mélange de ces deux zones, un point de fusion de ces deux zones. Je vais arrêter sur la Turquie, puis aborder le dessert. Grande et petite cuisine, qui est un sujet plutôt amusant. Je ne suis pas le premier à me poser la question de ce qu'une grande cuisine par rapport à la cuisine domestique. Au moins deux auteurs se sont penchés là-dessus. Le premier est Michael Freeman, qui est un sinologue américain, qui a apporté son concours sur la période Song dans ce magnifique livre que l'on ne trouve plus que d'occasion, mais qui a déjà 20 ou 30 ans et qui, compte tenu des découvertes archéologiques qu'on a fait depuis 20 ans en Chine, mériterait d'être réactualisé. Et s'est demandé, en fait, lui, placer l'origine de la grande cuisine sous les Song. Les Song, je vous rappelle, c'est... si je me souviens bien, 11e, 14e siècle, avec la dernière capitale des Song du Sung, qui était Hangzhou, et sur lesquels il y a pas mal de documents. Donc pour lui, les critères d'une grande cuisine par rapport à une cuisine domestique, c'était qu'il y ait une grande variété d'ingrédients. Ceci impliquait pour lui donc qu'il y ait un vaste territoire unifié, qu'il y ait des climats différents, et qu'il y ait aussi un commerce extérieur. Qu'il y ait une population de mangeurs, c'est-à-dire de gens, de prescripteurs, de demandeurs, de gens qui soient motivés et qui soient prêts à payer pour avoir une cuisine très différente ou différente de celle de la cuisine domestique. Et voilà. Alors, si l'on reprend seulement les critères de Freeman, on pourrait placer à la limite la naissance de la grande cuisine non seulement en Chine, peut-être sous les Tang, c'est-à-dire 6e, 9e siècle. Sous les Han, on manque quand même pas mal de données. Mais on pourrait certainement placer la cuisine, peut-être aussi une grande cuisine dans le monde iranien. Le dernier Khosrow II, le dernier roi de Perse,
quand il fuit devant les armées arabes musulmanes, franchit quand même l'Euphrate avec ses 1000 cuisiniers. 1000 cuisiniers. Hein. On a très peu de restes, si je puis dire, de ces cuisines, mais le peu qu'on en sait montre quand même qu'il y avait une certaine sophistication et que la culture du banquet, elle, était extrêmement développée. On pourrait aussi dire qu'il y avait une grande cuisine dans le monde romain et pourquoi pas dans le monde grec. Les documents, les bribes de documents qu'on a dans le livre d'Athénée du 2e, 3e siècle avant Apicius nous montrent que d'abord les cuisiniers grecs écrivaient des livres et que certains cuisiniers étaient très recherchés. Et on a aussi des recettes. Donc les songs, je veux bien, il n'y a pas que les songs. Deuxième sociologue très connu qui est Jack Goody, qui a écrit des livres magnifiques, s'est repenché sur les questions d'un point de vue un petit peu marxiste, hein, en favorisant quand même les conditions de production. Et puis a trouvé lui quand même que la professionnalisation, l'inversion des rôles étaient des données fondamentales. Oui, certainement, c'est-à-dire que à partir du moment où dans les palais ou dans les grandes organisations se construisent des pouvoirs centralisés, on a besoin de cuisine. On a besoin de cuisine, on a besoin de professionnels, mais ceci devait se pratiquer déjà à Babylone et bien avant, puisqu'on a des tablettes d'argile dont on ne sait pas trop l'usage, mais qui sont des tablettes culinaires, et qui avec des listes de recettes, et même avec des recettes très détaillées. Elles étaient sans doute destinées peut-être à la lecture du chef des cuisines qui récitait le travail qu'avaient à faire les cuisiniers. Bon. Ces critères, c'est l'attribution différenciée d'ingrédients, donc la rareté, le prix du marché, et puis la professionnalisation et l'inversion des rôles masculins-féminins. Ouais, c'est pas mal. Je trouve que ces critères sont un petit peu incomplets aujourd'hui pour spécifier ce qu'est une grande cuisine par rapport à une cuisine domestique. On vit dans un monde où être cuisinier, c'est être en compétition, c'est absolument vouloir être créatif, c'est chercher qu'est-ce qui peut distinguer cette cuisine d'une autre. Donc on n'est plus seulement devant des conditions de production qui sont plutôt c'est une production et mentalité, mais devant des obligations aujourd'hui qui deviennent de plus en plus esthétisantes. Donc j'ai rajouté pour ma part quelques critères qui me semblent qui me semblent indispensables pour faire la distinction jusqu'au bout. Compétition sociale entre professionnels. Elle s'organise, on en a les témoignages, en France elle s'organise dès le XVIIIe siècle. Les cuisiniers qui écrivent des livres de cuisine au XVIIIe siècle sont les cuisiniers employés par la noblesse, pas seulement en France mais aussi en Angleterre. Ils écrivent des livres de cuisine pour se faire valoir, pas pour la ménagère ni pour le bourgeois. À un tel point que quand on écrit un livre de cuisine, on détaille même pas la recette, on montre qu'on est capable de faire un repas pour 120 personnes, d'organiser un repas pour 120 personnes avec 350 plats. Ça, c'est un livre de cuisine du XVIIIe siècle. Et évidemment, on tape sur le copain en disant que de toute façon, il est nul, il a tout piqué et puis il ne sait pas faire ça. Donc la compétition sociale existe déjà à ce moment-là. Ce qui me semble aussi aujourd'hui faire la différence, c'est les ustensiles techniques. Je parle pas seulement des anti-adhésifs et des choses comme ça qui sont complètement vulgarisées ou des wok. Non, le four réglable, pour donner des exemples, le four réglable à 1 degré où on peut faire cuire quelque chose pendant 34 minutes parce qu'on a décidé que c'était là que la viande serait justement rose à cette température-là, ou des plaques à geler à moins 40 degrés sur lesquelles on fait couler un liquide qui devient comme une crêpe gelée, ou un instrument comme le pacojet qui tourne à 15 000 tours. Tout ceci permet de faire des émulsions, un certain nombre d'autres choses qui sont inaccessibles à la cuisine quotidienne. Et puis vient maintenant un autre domaine qui est l'esthétique. On a actuellement une surdimensionnement de la décoration qui a pris son essor là, ces dernières 30 années. Le service passant du plat à l'assiette, ou la différence maintenant entre la grande cuisine et la cuisine domestique, demande en fait de faire du design d'assiette, d'apprendre, d'avoir affaire à un designer en cuisine pour pouvoir présenter les plats. Alors évidemment tout ça est affaire de copie, mais c'est une tendance mondiale, et que l'on soit à Londres, à Sydney, à
à Lima, on retrouve cette même tendance partout. Donc voilà l'ensemble de critères. Alors je voudrais pour finir évoquer une question plus délicate. Est-ce qu'il y a des grandes et des petites cultures culinaires, hein? Moi ça me fait toujours rire. Oui, bien sûr, c'est-à-dire que j'espère qu'il n'y a pas de personnes kazakhs ou je ne sais, ou azéri, ou peut-être azéri, peut-être pas, ou je sais pas, je peux pas dire de nom, hein, dans la salle, parce qu'on sait tous très bien que de toute façon il y a des pays où on mange mieux que d'autres, simplement parce que la profusion des aliments est beaucoup plus importante, il y a beaucoup plus de choses sur les marchés, et quand je dis on mange bien, mais où? À la maison ou dehors? Il y a des pays où on peut pas manger dehors. Hein, toute la qualité culinaire et domestique est concentrée sur la maison, simplement parce que on ne va pas au restaurant, ou on y va si peu, ou quand on va au restaurant, ce sont uniquement les hommes, et les hommes ils vont pour picoler ou pour boire, pour parler plus correctement. Donc quand ils y vont pour boire, qu'est-ce qu'ils mangent? Des brochettes de viande, un vieux morceau de poulet ou des choses comme ça. Si vous voyagez en Iran, vous allez être complètement déprimé au bout de 3 jours. Manger en Iran, c'est du cello kebab, c'est-à-dire une brochette de mouton sur du riz, et il n'y a rien d'autre. Bon, et pourtant, la culture culinaire iranienne, c'est pas rien. Vous avez en Iran ce que vous ne trouvez dans aucun autre pays du Moyen-Orient, c'est-à-dire des magasins d'ustensiles culinaires, mais des vrais grands magasins avec des instruments de cuisine qu'on ne connaît pas ici, des vrais grands magasins, et il y a du monde. Les marchés sont quand même assez impressionnant, et vous avez des épiceries fines, ce que j'en connais pas dans d'autres pays du Moyen-Orient. Donc il y a un contraste là. Alors comment hiérarchiser tout ça? On peut prendre d'autres critères. On peut dire voilà quels sont les pays qui sont capables d'organiser un super banquet pour tous les chefs d'État de la planète avec 1000 personnes, etc. Bon, là vous allez dire où il y a suffisamment de cuisiniers talentueux, capables de diriger des brigades. Il ne va plus en rester que 2 pratiquement, hein, qui sont la Chine et puis peut-être la France. Bon. Ce sont des critères qui sont très difficiles à mettre les uns à côté des autres. J'en ai fait une liste ici, qui sont des paramètres de différenciation. Hein. Donc on revient un petit peu sur ces paramètres qui font la différence entre une grande cuisine et une cuisine domestique. Des paramètres qui relèvent de la production, hein, la variété des espèces, des circuits de distribution. Et si vous avez Rungis à 10 km de chez vous, c'est pas du tout la même chose que si vous êtes dans le désert de Gobi, c'est sûr. Technique de cuisson. Si vous avez peu de combustible, si vous n'avez pas de poêle anti-adhésive ou de four ou ceci, cela, si vous restez, c'est évident que vous ne pouvez pas faire un certain nombre de choses. Technique de conservation, j'en ai très peu parlé, mais une culture culinaire qui possède de nombreuses techniques de conservation a une capacité à ajouter un certain nombre d'ingrédients. La Chine, par exemple, est prodigieuse de ce point de vue-là. La Chine a toutes les techniques de conservation utilisées sur Terre, hein, et elle les utilise dans sa cuisine. Les modes de consommation, je reviens sur ce problème de la maison ou de l'extérieur, mais la restauration collective, d'alimentation de rue, des pays sont de ce point de vue-là absolument incroyables. La Chine, par exemple, l'alimentation de rue ou la fonction sociale des repas. Hein, rien ne se fait, aucune affaire se traite en Chine en dehors du restaurant. Mieux, les réunions familiales se font au restaurant parce que les maisons sont souvent trop petites pour faire un repas pour 10-12 personnes. Donc on trouve en Chine des restaurants qui ont des milliers de places et des fois avec des dizaines de cabinets particuliers. C'est unique. En dehors de ces conditions, après ces paramètres qui relèvent de la production, on a ces modes de consommation, on a j'appelle ça des surdéterminants mentaux, le rôle des sexes. On revient sur le problème précédent. Santé, religion, valorisation du plaisir. On rencontre les interdits, on rencontre la prégnance des diététiques populaires. Vous avez des pays où les diététiques populaires sont complètement effondrées. La France, par exemple. Hein, la nutrition est quelque chose de moderne et puis qui ne fonctionne pas au niveau de la cuisine. Elle fonctionne en termes de prescription de produits, mais pas en termes de recettes. La santé est toujours présente dans la cuisine chinoise. Elle est toujours présente en Inde. Elle est toujours présente dans le monde arabe, qui utilise la diététique, qui cuisine en fonction de la diététique hippocratique. Mise en forme, esthétisation des préparations, l'art. Quelle cuisine
c'est poser la question de son art culinaire. Vous pouvez répondre. Moi, c'est une vaste question. Comment se transmet le savoir domestique? Est-ce que le savoir domestique a périclité? Il y a des régions où il a périclité. Le monde anglo-saxon, les femmes ne font plus la cuisine, non pas parce que elles n'aimaient pas ça, simplement qu'elles ont voulu sortir de l'espace domestique pour travailler, pour être égales en droit et dans la réalité économique avec les hommes. Hein, ça, c'est un vaste mouvement que je décris dans mon livre, qui a depuis le XVIIIe siècle. Et puis encore un autre paramètre. Est-ce qu'on forme des professionnels? Est-ce qu'il y a des écoles? Est-ce qu'il y a des écoles pour les artisans spécialisés? Tout ceci, on peut faire le tour des pays qui ont des vraies écoles culinaires ou pas. Hein, voilà. Alors, je peux pas... Ça serait amusant que je fasse un classement. Je ne l'ai pas fait parce que, d'abord, il serait forcément contestable. Et puis je veux pas me prendre des coups pour rien. Mais vous avez une batterie de critères, vous pouvez essayer de l'appliquer à un certain nombre de cuisines que vous connaissez. J'en ai terminé à peu près dans les temps, et c'est avec plaisir que si vous avez des questions, vous avez des réponses.